de ce processus de recolonisation par ce projet constitutionnel sur le dégel du corps électoral. Le soulèvement kanak du 13 mai, cette date-là du 13 mai, ce n'est pas la date que le peuple kanak a choisie pour se soulever. Ce 13 mai-là, c'est le vote au Parlement sur ce projet de réforme constitutionnelle. Donc on a là tous les archétypes qu'a pu définir François Sureau, ancien président du Conseil d'État, sur ce qu'il nomme la violence institutionnelle. On ne manque pas de mots, la presse ne manque pas des mots pour caractériser les violences de la rue, mais peu en font l'écho d'une violence institutionnelle. Donc permettez-moi de rappeler ici, en ces 1 an de commémoration de ce soulèvement, qu'il y a d'abord et avant toute chose une violence institutionnelle. Cette violence institutionnelle, c'est la volonté unilatérale du gouvernement du président Macron de faire passer un dégel sur le corps électoral qui savait pertinemment combien sensible au vu des mobilisations qu'a pu organiser la CCAT en Nouvelle-Calédonie, donc la cellule de coordination des actions de terrain, qui a pris la responsabilité de mobiliser dans les rues, à travers de grandes marches pacifistes, des manifestations records enregistrées, notamment la marche d'avril 2024. Donc voilà, ce retour-là, c'est cette violence institutionnelle qu'a dû essuyer le peuple kanak, parce que derrière cette violence institutionnelle, il y a la répression. La répression, c'est suivi, c'est une répression par les agents de l'État et par ce que je nommerai ces proxys. Quand j'entends par ces proxys, c'est-à-dire les milices qui se sont constituées, c'est-à-dire des gens, des civils qui se sont armés et qui ont pris les armes et qui ont tout bêtement abattu des Kanaks dans cette ville qu'est Nouméa. Donc revenir, c'est pas sans émotion de revenir 1 an sur ces événements-là. Le bilan qu'on dresse aujourd'hui, qu'on souhaite partager avec vous, c'est pas tant, oui, on aura des chiffres, vous aurez des faits, mais c'est aussi le retour, qu'ont pu ressentir les gens. Si on se fait les porte-paroles, bien qu'on n'ait pas nous-mêmes personnellement vécu les choses, on a nos proches qui sont sur le terrain et qui ont fait des retours et qu'on se permet aujourd'hui de porter, que je me permets de porter la voix aujourd'hui. Donc cette violence institutionnelle du 13 mai s'est traduite par cette répression et en découle ces morts. C'est 11 martyrs kanaks qui sont tombés pour ce soulèvement. Il faut noter que dès le début de ces premiers mois d'action de mai, il y a de suite une information judiciaire qui est ouverte le 17 mai. Donc on est le 13, de passant du 13 au 17 mai, il y a cette information judiciaire. Et le 20, il y a les premières auditions. Donc de suite, les responsables vont chercher à apaiser la situation, ils vont chercher à tout simplement donner des conditions pour que la tension redescende. Ce qui n'est pas évident lorsqu'on sait le contexte des quartiers, sur Nouméa, la forte présence, parce que à ce moment-là, la Kanaki elle va être militarisée. On aura des renforts par milliers qui vont descendre pour occuper les quartiers et organiser. Il y aura beaucoup de restrictions. On témoigne notamment l'interdiction du réseau TikTok. À ce moment-là, on va avoir beaucoup de privation des libertés fondamentales, comme circuler. Petite pensée particulière à la tribu de Saint-Louis,
qui lui va vivre littéralement sous un embargo. Ils ne pourront pas sortir, il y aura des barrages filtrants qu'on peut qualifier, oui, de violation de ces libertés fondamentales qui sont la circulation, la liberté de se déplacer. Donc, c'est toutes ces amas aujourd'hui d'événements qui vont conduire à aujourd'hui notre bilan, celui d'une répression sans nom, auquel on va assister à une déportation le 23 juin. Donc 23 juin, il y a 7 responsables de la CCAT qui vont être déportés dans des avions militaires jusqu'ici sur le territoire de la métropole pour être emprisonnés aux 4 coins du territoire national. Ces 7 responsables politiques de la CCAT, nous avons son leader, M. Christian Théin, qui lui va être sur la prison de Mulhouse. Nous aurons Steve Ounin, nous aurons Yewa Watene, nous aurons Steve Ounin, nous aurons 2 femmes qui sont Banda Wanabo Ipeze ainsi que Frédéric Mouliava. Nous aurons Dimitri Kenegay. Et ces responsables, et Guillaume Vama à Bourges, et ces responsables-là n'auront pas bénéficié de la présomption d'innocence. La déportation en soi, c'est déjà une condamnation pour nous. Ils n'auront pas, à ce moment-là, le procureur de la République ainsi que le juge d'instruction, ils vont justifier par la sérénité de l'instruction qui sera en cours. Or, faut savoir que cette désescalade qui a été opérée sur le terrain, elle est en grande partie responsable, et en grande partie le fait de ces responsables-là. Ceux qui ont appelé au calme et qui ont permis cette descente de la tension. Donc ils seront déportés et ici, aujourd'hui, le bilan, c'est qu'on a toujours nos 5 responsables incarcérés et on a nos 2 responsables femmes, du coup, et mères de famille, qui eux sont en assignation, qui ont d'abord été assignés au département auquel ils étaient affectés, et puis aujourd'hui une assignation sur l'ensemble du territoire national. Depuis le mois de janvier, il y a un dépaysement de l'affaire, c'est-à-dire que aujourd'hui l'affaire a été transmise ici à Paris avec une nouvelle juge d'instruction qui va procéder dans quelques jours à de nouvelles auditions sur les faits qui sont reprochés aux responsables. Il faut savoir que on reproche l'action politique de ces responsables politiques ont été criminalisés, c'est-à-dire qu'on leur reproche des faits qui n'ont rien à voir avec leur action politique. Dedans, on a des faits qui est déjà sous le régime de la bande organisée, on a destruction de biens matériels. Il y a eu pour un moment la complicité pour meurtre qui a été retirée due à une cassation en octobre 2024. Donc la procédure est en cours et aujourd'hui on n'a aucune garantie sur la libération de ces prisonniers-là et puis sur le fait qu'on leur reconnaît ce statut de prisonnier politique. Donc voilà, je pense que je vais laisser la parole à Julie. Je vais laisser la parole à Julie pour poursuivre. Donc je prends la parole au nom du CSK du coup. Donc je rappelle que ce collectif est constitué depuis 2007 et rassemble des associations, syndicats, partis politiques pour la défense du droit à l'autodétermination du peuple kanak et à son indépendance.
Donc c'est une prise de parole unitaire et au nom des membres du collectif. Donc je vais d'abord revenir sur des chiffres sur cette répression, des chiffres qu'on a eu en lien avec le collectif de solidarité aux prisonniers politiques de Kanaki, qui est constitué à Nouméa depuis cet été. Donc on rappelle quand même que ce 13 mai 2024 arrivait après des mois de mobilisation, comme disait Christian, et ce 13 mai c'était la veille du vote à l'Assemblée. Il y a quand même eu une nouvelle étape de mobilisation au niveau du mouvement indépendantiste. Et on le rappelle avec l'entrée en grève de 2 fédérations de l'USTKE, la Fédération des transports aériens et terrestres et la Fédération Port et Doc et gens de la mer, suivie à plus de 90% des travailleurs de ces secteurs et paralysant l'aéroport et le port de Nouméa. Et face à un rapport de force des travailleurs, on le rappelle, on l'a dit l'année dernière, mais c'est l'État qui a choisi ce jour-là de créer l'étincelle pour que la situation s'embrase. Et qui est totalement responsable finalement de ce qui s'est passé le 13, le 14 et les jours suivants. Ce sont les forces de l'ordre qui, le 13 mai, ont délibérément choisi de tirer au flashball sur des jeunes Kanaks au quartier populaire de Montravel qui étaient dans le calme avec leur drapeau kanak. Et c'est ce qui a créé l'étincelle. Depuis 1 an, la Kanaki a été à feu et à sang, encore et toujours victime du colonisateur français qui ne conçoit sa relation aux autres que dans la domination, se fantasmant un rôle de puissance dans le Pacifique dont il n'a jamais relevé. La 3e consultation référendaire d'autodétermination imposée en 2021 n'a aucune valeur vu ses conditions. La Kanaki reste toujours un territoire non autonome, inscrit sur la liste des pays à décoloniser, pour lequel la France n'est que puissance administrante et n'a aucune souveraineté. Pour autant, la militarisation du territoire a été croissante et la répression depuis le printemps 2024 a été féroce. Comme le rappelait Christian, la force létale a été utilisée immédiatement dans les rues. Le nombre de blessés par balle n'est toujours pas connu, en fait, jusqu'à aujourd'hui. On le rappelle, donc une douzaine de Kanaks au moins ont été assassinés par les forces de l'ordre et les milices de colons racistes armés qui ont organisé des vraies chasses à l'homme qui ont été mises en place en direction des quartiers à majorité Kanak. Et on dénonce d'ailleurs le classement pour légitime défense par le parquet de Nouméa en décembre dernier du dossier d'un jeune Kanak assassiné par balle à Caméré en juin 2024. Et jusqu'à aujourd'hui, on voudrait le souligner, en ce jour du 13 mai, les membres de ces milices racistes et suprémacistes, appuyés par des élus locaux comme Gibrial et Philippe Blaise, n'ont jamais été inquiétés. Donc vérité et justice doivent être faites pour l'ensemble des victimes de la répression coloniale. Cette répression, elle s'est traduite par plus de 3000 interpellations. Les Kanaks sont environ 120 000. Rapporté à la population française, c'est comme si on aurait 1,5 million de personnes arrêtées. Cependant, la répression, elle n'est pas seulement policière, elle est aussi juridique. L'objectif a été, dans un premier temps, de ficher tout le monde. Selon le CSPPK, à Nouméa, il y a eu près de 2500 gardes à vue, près de 500 déferments en comparution immédiate de prisonniers Kanaks, beaucoup sans avocat ou avec des commis d'office non indépendantistes, plus de 200 mises en détention préventive, près de 500 peines alternatives via des travaux d'intérêt généraux ou avec privation de liberté qui ont été prononcées. Et on dénombre aujourd'hui, selon le CSPPK, 62 prisonniers politiques enfermés au camp Est. Et donc on ne peut pas comprendre la situation au Kanaki sans évoquer le contexte social et politique. La discrimination raciale envers le peuple kanak et les communautés océaniennes est structurelle en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, alors que les accords de Matignon et Oudinot en 88 et l'accord de Nouméa en 98 comprenaient des clauses sur le rééquilibrage vis-à-vis de la discrimination à l'emploi et l'accès aux postes à responsabilité pour les Kanaks. Les chiffres de ces inégalités restent alarmants. Et aussi, la discrimination raciale fait partie des mesures ségrégationnistes récentes de la province sud. Discrimination pour l'accès à l'école, coupe des aides sociales, au transport, l'accès au transport, et sont ciblés directement les Kanaks. Cette discrimination raciale est d'autant plus marquée au regard de la population carcérale. Plus de 90% de détenus en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, sont Kanaks. Les autres sont d'origine océanienne. La prison du camp Est à Nouméa est l'ancien bagne colonial et compte près de 600 détenus pour une capacité d'environ 200 de moins.
La nouvelle prison de Koné compte 120 places et a permis d'enfermer plus de Kanaks. Avec la construction d'un nouveau centre pénitentiaire d'ici 2032, la Kanaky Nouvelle-Calédonie comptera le double de détenus actuels sur le territoire et proportionnellement, ce serait 3 fois plus de places de prison qu'en France. La prison du Camp Est est la première à avoir fait l'objet d'une recommandation en urgence du contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2019. En 2020, les conditions de détention sont dénoncées par le tribunal administratif et le Conseil d'État. En octobre 2024, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'État français pour sa lenteur à exécuter les injonctions précédentes. Et la situation n'a pour autant pas changé, voire s'est empirée en 2024. On a une surpopulation de 160% au Camp Est avant mai 2024. En décembre 2024, selon les données du ministère de la Justice, c'est 173 matelas au sol. Des cellules sont dans des containers maritimes, normalement pour 2 personnes, mais aussi entassent 3, 4, voire 5 détenus. On vous invite à lire l'enquête récente de l'OIP, l'Observatoire international des prisons, qui ont sorti un dossier dans leur dernier numéro de la revue Dedans Dehors. Et donc, suite à plusieurs mutineries contre les conditions indignes de détention, la situation s'est aggravée depuis mai 2024 au Camp Est et il y a eu une répression extrêmement violente. De nombreux témoignages qu'on a pu recueillir par des prisonniers font état en mai et après mai de restrictions de nourriture, de traitements inhumains et dégradants, de violences physiques sur les détenus, d'actes de torture par des personnels du service pénitentiaire et au niveau de l'accès aux soins, ils étaient quasiment inexistants. Et là, on en profite pour le dire aujourd'hui, ce 13 mai 2025, puisque depuis 1 an, cette information n'est pas sortie dans les médias. Il y a eu une omerta totale. Donc aujourd'hui, on le dit, puisqu'on a des témoignages là-dessus qui se recoupent. Un jeune détenu, Kanak, originaire de Kanala, serait mort en détention en mai 2024 suite à des coups reçus par du personnel pénitentiaire sans aucun secours apporté. Et il y a eu des pressions sur les codétenus témoins directs. On connaît son nom, donc s'il y a des journalistes qui souhaitent faire une enquête, je pense que ce serait extrêmement utile. Nous ne savons pas si jusqu'à maintenant une enquête a véritablement été ouverte. Par ailleurs, nous avons eu des échos, et on le dit ici parce qu'on n'a pas d'autres éléments et ce serait bien que la lumière soit faite. Il semble qu'un 2e décès a eu lieu en détention à la même période, mais on n'a aucun détail, ni le nom de la personne. Et il nous semble urgent de s'interroger sur les conditions actuelles au Camp Est. La prison, en territoire colonisé, c'est la boîte noire du système colonial. Et dans ce contexte, l'État français donc a, dans la plus grande opacité, organisé des déportations massives, donc des déplacements forcés de détenus kanaks vers des prisons en France, à plus de 17 000 km de chez eux, donc comme les prisonniers de la CCAT. Et pourtant, le statut du territoire est un statut non autonome vis-à-vis du droit international et donc territoire séparé et distinct de la France. C'est aujourd'hui 69 détenus kanaks que nous avons localisés, qui ont été déportés dans une quarantaine de prisons françaises après mai 2024. Nous avons constitué au collectif Solidarité Kanaki un groupe de travail depuis l'été 2024 afin d'établir un tissu de solidarité en France avec les Kanaks qui subissaient la répression du pouvoir colonial. Parce que la prison est un des outils principaux entre les mains de la puissance colonisatrice, nous avons décidé de nous organiser. Et si les mobilisations pour les militants de la CCAT mises en examen et déportés en France se sont fait assez naturellement, la situation des autres Kanaks condamnés de droit commun et déportés a fait l'objet d'une moindre prise en compte, aussi parce qu'il y avait peu d'informations. Et pourtant, tous sont des victimes du système colonial. Et donc, on leur a apporté un soutien à la fois tant politique que matériel et il nous était important d'informer sur leurs conditions de détention et l'illégalité de leur déportation aujourd'hui dans cette conférence de presse. Donc on s'est entouré, on n'était pas que des membres du collectif Solidarité Kanaki, on s'est entouré aussi d'autres collectifs, notamment en Kanaki, les sévices pénitentiaires, qui est un collectif, la pause décoloniale, aussi en lien avec le comité de solidarité des prisonniers politiques de Kanaki, le CSPPK, et différentes organisations indépendantistes. Et bien sûr aussi, on remercie
pour pouvoir constituer toutes ces informations, les familles des prisonniers et les prisonniers eux-mêmes. Donc on a coordonné la recherche des prisonniers déportés sur le territoire. On tient à souligner que l'État et l'administration pénitentiaire à Nouméa ont volontairement maintenu un flou et n'ont pas informé les familles ni les avocats. Nous avons par nos propres moyens réussi à retrouver des prisonniers. Ça a été un travail de fourmi et extrêmement long. Et donc on a identifié différentes vagues de déportation. Cette conférence de presse, elle est aussi à l'occasion de notre publication d'un rapport précis que vous pouvez trouver en ligne sur notre site internet avec tous les chiffres. Donc là je ne citerai pas tout, mais en tout cas depuis mai 2024 jusqu'à décembre 2024, il y a eu 63 détenus déportés en 5 vagues de déportation. 2 vagues de déportation en juin, une vague en juillet, une en octobre et une en novembre 2024. On tient à souligner que depuis janvier 2025, ces déportations continuent. Il y a 6 détenus qui ont été déportés en 4 vagues, dont la dernière a eu lieu le 22 avril dernier. Au total, on compte 69 détenus déportés depuis mai 2024, dont 3 personnes que nous n'arrivons pas à localiser et une personne dont la situation est inquiétante, localisée, mais la situation est inquiétante parce que nous n'avons aucune nouvelle. Et nous n'arrivons pas à rentrer en contact. On a réussi à localiser aussi et rentrer en contact avec 13 prisonniers kanaks déportés en France avant mai 2024, ainsi que 4 prisonniers dont l'arrivée n'est pas encore connue, mais avec qui on a des échanges. Un prisonnier dont on n'est pas sûr qu'il soit en France, mais qu'on essaye de vérifier l'information, et 2 détenus parmi les déportés comptabilisés depuis mai 2024 ont été retransférés à Nouméa, et nous n'avons pas les détails des conditions de ce transfert. Donc, au total, en comptant les 69 détenus déportés depuis mai 2024, plus tous les autres détenus que l'on suit, qui ont été déportés avant, on suit actuellement 87 prisonniers kanaks qui ont été déportés en France et qui sont toujours sur le territoire. On tient à souligner que l'éparpillement sur l'ensemble du territoire dans une quarantaine de prisons a accentué leur isolement. Et on tient à souligner que malgré ce qui a été annoncé par le Haut-Serre et le procureur de Nouméa en mai-juin 2024, les prisonniers déportés ne sont pas uniquement des prisonniers de longue peine. C'est pas vrai. Les peines sont très variables, allant de quelques mois à plusieurs années. Tous sont des hommes, déjà condamnés au camp Est avant mai 2024, et ne sont pas des personnes arrêtées durant les émeutes. Certains sont accusés d'avoir participé aux mutineries, d'autres avaient fait une demande de transfert sur Koné, au centre pénitentiaire de Koné, et ont été finalement déportés en France. Pour quasiment tous, ce sont des déportations forcées. Par ailleurs, certains avaient fait des dossiers contre des conditions indignes de détention au camp Est avant leur arrivée en France et se sont fait déporter. Sur les conditions elles-mêmes de la déportation, avec tous les recoupements des différents témoignages que l'on a pu avoir, les prisonniers n'ont été mis au courant de leur déportation seulement quelques heures avant celle-ci. Ils expriment tout le temps la même chose. Convocation du détenu seul par le chef de détention du camp Est, entouré par des membres des ERIS dans un bureau. Information donnée aux détenus sur la déportation qui suivra dans quelques heures. Présentation d'un document à signer. Si le détenu signe, il a 1 heure pour prendre des affaires dans un carton. S'il refuse sa déportation et s'il refuse de signer, il est placé dans une cellule d'attente et il sera de toute façon transféré sans aucune affaire. Certains témoignages témoignent aussi nous font part de menaces qui ont été reçues d'être mis sous sédatif s'ils ne signaient pas. Aucun des détenus n'a pu avertir leurs proches de leur départ. Ils ont été menottés durant tout leur vol, comme les prisonniers de la CCAT, et certains ont mis 4 mois, voire 8 mois, à pouvoir entrer en contact avec leur famille. On tient à rappeler que ces déportations, elles ne sont pas nouvelles. En dehors des déportations de 1988, des prisonniers politiques kanaks d'Ouvéa, en fait, des déportations de prisonniers de droit commun sont pratiquées tous les ans par l'État français, en nombre plus réduit qu'en 2024. Et selon les données du ministère de la Justice qu'on a pu récupérer, depuis 2021, il y a eu près d'une dizaine, en gros, de déportés par an.
On tient à souligner que notre solidarité elle s'est exercée à l'ensemble des Kanaks déportés, y compris ceux qui n'appartenaient pas aux déportés de l'année 2024, car tous sont victimes de l'État colonial français. Et nous avons apporté cette solidarité, quel que soit leur dossier, quel que soit le pourquoi ils étaient condamnés. Nous sommes en contact avec une quinzaine de détenus donc déportés avant mai 2024, comme je disais. Ces déportations, elles ont aussi des conséquences personnelles graves, tant pour les déportés que pour celles de leurs familles et de leurs proches. Pour eux, pour la majorité des détenus, ils font état dans leurs lettres, mais aussi à leurs proches et à leurs avocats, d'un sentiment d'arrachement à leur pays, à leur famille, à leurs liens sociaux, un exil forcé. Plusieurs détenus ont eu des troubles psychologiques importants en lien avec ces déportations, mais aussi ajoutés au traumatisme extrêmement violent subi au camp Est. L'isolement en France a aussi des conséquences importantes, puisque la majorité des détenus n'ont pas de visite de leurs proches en raison de la distance et ont des difficultés à les joindre parce qu'au niveau du téléphone, c'est des coûts de communication internationale. On tient à souligner aussi que plusieurs détenus ont vécu des deuils en détention, ont perdu des membres de la famille et n'ont pas pu ni contacter, ni être en lien avec leurs proches à ce moment-là, ni les voir. Pour beaucoup, il y a des difficultés assez importantes d'accès au minimum matériel, que ce soit au niveau du linge, au niveau d'argent pour pouvoir cantiner, pour pouvoir appeler leurs proches, leurs avocats. Et notre action, elle s'est portée aussi là-dessus pour un soutien matériel direct avec des dépôts de sacs et de l'envoi d'argent. Les conséquences, on va le voir avec le témoignage de Dominique Daillé, la maman de 2 déportés Kanaks. Ces déportations, elles ont des répercussions aussi sur l'ensemble de l'entourage qui est en Kanaky, alors que la situation économique et sociale est aujourd'hui catastrophique. En Kanaky, en fait, ces déportations, nous, on est en contact avec des parents, des compagnes de détenus qui ont dû s'endetter afin de voyager pour voir leurs proches. Certains ont même dû déménager du jour au lendemain. On tient à souligner aussi que l'accueil pour ces familles ici, sur le territoire, est absolument inexistant, à part par de la solidarité que nous, on a pu mettre en place. Mais au niveau de l'État, il n'y a aucun accueil, aucune information pour les familles au niveau de leur déplacement ici. On tient aussi à souligner que leurs permis de visite, qui étaient valables en Kanaky, ne sont pas valables ici. Donc en fait, ils doivent refaire toute la démarche, tous les dossiers pour pouvoir voir leurs proches. Des enfants, c'est aussi priver des enfants de voir leur père. Ils pouvaient avoir des visites au camp Est et là aujourd'hui ne peuvent pas voir leurs parents. Et donc, rapidement, et je vais laisser la parole à maître Julie Jarnot, ces déportations, elles représentent aussi des violations de droit. Car déjà, une violation vis-à-vis du droit international, car la Kanaky est un territoire non autonome et ces déportations, c'est un franchissement forcé d'une frontière internationale et ce vers un territoire de l'espace de l'Union européenne, en violation du statut du territoire. C'est une violation de la vie privée familiale des détenus, des conditions inhumaines de déportation, et aussi, on tient à le souligner, sous couvert d'arguments de conditions indignes ou de surpopulation au camp Est, ou même de formation en France préférable qu'au camp Est, ou de centre national d'évaluation, ces arguments ne tiennent pas la route et ne sont pas valables. C'est l'État français qui doit trouver une solution directement sur le territoire, même s'il y a détention des compétences régaliennes par la France sur le territoire de Kanaky, mais les déportations sont totalement illégales et vont à l'encontre du droit international. Et donc les solutions à apporter doivent être trouvées sur le territoire lui-même. Je terminerai avant de laisser la parole à Julie. Le respect du droit à l'autodétermination et à l'indépendance constitue la condition sine qua non de la jouissance des autres droits humains. L'État français a enclenché une répression coloniale à grande échelle vis-à-vis des militants indépendantistes, mais aussi de toute la population kanak, dont les détenus, et les déportations font partie de cette répression. Sur la question du retour, plusieurs déportés souhaitent être transférés et rencontrent des difficultés. On tient à souligner que là, depuis quelques semaines, quelques mois, des détenus commencent à sortir. Il y a un refus de l'administration pénitentiaire de les libérer en Kanaky. Et donc, ils commencent à sortir et sont livrés à eux-mêmes ici, sur le territoire français, à devoir trouver un travail, à devoir se débrouiller.
et leur billet retour n'est pas pris en charge. Je vais laisser la parole à Maître Julie Jarnaud directement qui suit différents prisonniers au Canac et qui pourra détailler justement sur les différentes conditions au niveau juridique. Merci. Oui, Julie Jarnaud du barreau de Marseille. La situation de ces prisonniers qu'on dit de droit commun et qui ont été déportés de force l'année dernière est particulièrement préoccupante. Alors, un élément qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des situations vraiment différentes et qu'on n'arrive pas encore à ce stade à comprendre quelle a été la logique de l'administration pénitentiaire au moment où, par deux vagues en juin 2024 et en juillet, presque 60 personnes sont transférées sans crier gare, sans que personne soit au courant, y compris les détenus eux-mêmes. Un premier élément, un point commun entre eux serait la participation aux mutineries qu'il y a eu à partir du 13 mai au camp Est. Certains y ont participé, certains reconnaissent avoir été à proximité. D'autres profils ne correspondent pas du tout à cet éventuel engagement dans les révoltes qu'il y a eu au sein du camp Est, donc point d'interrogation. Deuxième point commun qu'on a réussi à identifier serait le fait d'avoir fait des recours contre les conditions indignes de détention. Et donc là, on voit qu'il y a en fait une espèce de... Ça a été utilisé et ça pose de grandes questions sur l'indépendance des magistrats par les juges d'application des peines qui ont pris des décisions de transfert dans des prisons hexagonales pour des personnes qui avaient fait des recours contre les conditions de détention indignes. Donc on va réutiliser contre les détenus qui avaient voulu faire des recours. On va en gros les prendre à leur propre jeu. Vous vous plaignez, très bien, on vous sanctionne de cette manière. Avec ce positionnement relativement, si je peux me permettre, pervers, où on leur fait croire qu'ils vont partir au centre de détention de Koné, qui est quand même un centre de détention plus au nord sur l'île, avec des conditions de détention bien meilleures que celles du camp Est. Finalement, vous partez à l'autre bout de la planète. Donc on a identifié ces deux critères, et pour d'autres personnes, on n'a aucune raison de la raison pour laquelle ils ont été transférés, à part celle de faire de la place. Comme l'a rappelé Julie du collectif Solidarité Kanakis, ce sont des gens qui avaient déjà été condamnés avant. Donc clairement, il n'y a pas eu de transfert, en tout cas au début, pour des personnes à qui on avait reproché d'avoir participé à la révolte en dehors des prisons et qui auraient été condamnées de ce fait. Cela crée des situations humaines vraiment désastreuses, j'insiste, hein, quand vous rencontrez les personnes en prison, c'est le désespoir. Donc là, on arrive des mois après, les personnes ont pu commencer à s'adapter à leur nouvel environnement pénitentiaire, mais dans les premiers mois, c'était terrible, notamment avec cette difficulté. La prison, c'est une espèce de trou noir, en fait. Des fois, ça fonctionne, beaucoup de fois, ça ne fonctionne pas. Donc, par exemple, le fait de ne pas pouvoir contacter sa famille pendant des mois, ben voilà, certaines personnes, ça a duré 4 à 6 mois, 8 mois même une fois, pour contacter leur famille au pays. Donc, parce que vous n'avez pas les autorisations, parce que vous devez avoir du crédit pour appeler à la cabine téléphonique. La Nouvelle-Calédonie est évidemment sur un tarif international où vous payez quasiment 1 euro par minute, donc pour des personnes isolées. Si la famille au pays ne fait pas des virements, si les quelques membres de connaissances élargies ici en France ne font pas de virements, là encore il y a des difficultés avant que vous puissiez recevoir votre virement sur votre compte nominatif en prison, et si la solidarité, notamment des organisations, ne le fait pas, vous êtes en incapacité de vous payer le téléphone à un prix exorbitant et donc de contacter vos familles. Traditionnellement, Julie l'a rappelé, les transferts des prisonniers hexagonaux, des prisonniers ultramarins en hexagone se fait plus ou moins sur la base du volontariat, mais pour l'instant on a peu de témoignages de déportation complètement forcée avant le mai 2024, de manière générale sur les Outre-mer, et concerne les longues peines. Les détenus peuvent y voir une possibilité d'aller exercer sa peine dans des meilleures conditions relatives de détention, car tous les établissements, je dis bien tous les établissements des territoires d'outre-mer en France sont sans doute les plus catastrophiques de tous les établissements pénitentiaires français. Le camp Est, bien sûr, est un exemple criant. Donc la difficulté pour ces personnes qui étaient venues avant, c'est que là maintenant, pour certaines, elles sont en fin de peine, elles veulent rentrer, et on leur interdit, les demandes de transfert sont refusées, quand on fait des recours, c'est refusé. Et donc c'est sûr que de ce point-là, je pense que ces personnes transférées auparavant, peut-être moins de manière forcée que celle de 2024, sont dans la même situation et subissent
la manière dont l'État français voit sa relation à ces prisonniers. Pour ceux qui ont été déportés depuis l'année dernière, outre les difficultés d'adaptation, de contact avec la famille, il y a la difficulté pour les prisonniers en fait, avec des très courtes peines. Ça aussi, c'est quelque chose de complètement inédit. Qu'est-ce qui est passé par la tête de l'administration pénitentiaire, à part de faire de la place au camp Est, d'envoyer des gens avec des reliquats de peine de 18 mois à 2 ans 18 mois à 2 ans, vous êtes aménageable. C'est-à-dire que vous avez encore 2 ans à effectuer, mais vous pouvez bénéficier d'un aménagement de peine d'une manière ou d'une autre. La logique, je le rappelle, de l'incarcération en France, même si on en est très loin aujourd'hui, et de la prison est censée servir à la réinsertion sociale des détenus. Quelle logique de réinsertion sociale vous trouvez à envoyer des personnes Kanak qui n'ont jamais quitté le territoire dans un territoire qu'ils ne connaissaient pas avec un reliquat de peine de 18 mois à 2 ans. Donc ces personnes sont dehors. Voilà. Il y a énormément plusieurs détenus, au moins 5 qui ont déjà été libérés. Tout a été du bricolage, encore une fois de la solidarité, avec parfois un détenu déjà libéré qui va en récupérer un autre qui va être libéré, sinon ils sont juste à la rue. Là, vraiment, je vous parle, dans les semaines qui viennent, à la fin du mois de juin, nous avons un détenu au fin fond de la Bourgogne, au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, qui va sortir avec des équipes sociales qui se démènent pour essayer de lui trouver un logement. Cette personne est très isolée en termes de famille, il est seul ici. Cette personne va se retrouver en sortie sèche avec un risque de se retrouver SDF. Donc là, on compte sur les assistantes sociales qui l'encadrent jusqu'à présent, le visiteur de prison, et puis la solidarité du pays qui va essayer de trouver une solution. Je vous donne un exemple très concret, et des personnes comme ça, il y en a au moins 3 ou 4 d'ici la fin de l'année 2025. Donc ces profils de courte peine posent vraiment question sur la manière dont les choses ont été pensées, et de toute façon, de manière générale, sur la manière dont les choses ont été pensées, moi, ce qui m'inquiète vraiment dans la situation en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il semble que tout ait été coordonné entre le pouvoir exécutif, l'administration et le pouvoir judiciaire. Tout à l'heure, je vous parlais de ces décisions des juges d'application des peines qui ont été dans le même sens pour transférer que ce qu'on appelle des mesures d'ordre et de sécurité qui, elles, sont plutôt donc des sanctions, donc là, plutôt qui concernent les personnes qu'on accuse d'avoir participé à la révolte dans la prison. Les JAP, les juges d'application des peines, sont des magistrats qui sont censés être indépendants. Leur décision, je vais vous lire un extrait, se termine pour décider du transfert par une phrase, je vous lis le texto, excusez-moi, en conséquence, il convient d'ordonner le transfèrement de la personne détenue dans l'établissement pénitentiaire suivant, donc en hexagone. Le transfèrement vers cet établissement porte atteinte aux droits du requérant en respect de la vie familiale. Toutefois, elle s'impose au regard de la situation du centre pénitentiaire de Nouméa et de la crise que traverse le territoire depuis le 13 mai 2024. C'est une décision du 27 mai 2024. Donc immédiatement, des juges du siège au tribunal judiciaire de Nouméa ont dit « Très bien, nous aussi, on va participer au fait qu'il faut vider cette prison, au fait qu'il faut prendre acte de la situation que traverse ce territoire. » Et donc, la solution qu'on a trouvée, ce sont ces transferts avec les conditions humaines catastrophiques qu'on a rappelées. Conditions humaines, psychologiques catastrophiques. On a vraiment des profils avec des stress post-traumatiques. Un autre point commun une bonne partie des personnes transférées, qu'elles ont subi les violences des corps d'élite de sécurité qui sont intervenus au camp Est, donc les IRIS, le GIGN, le RAID, dans la foulée du 13 mai, avec des témoignages vraiment particulièrement effroyables de la manière dont le maintien de l'ordre, mais en fait les représailles ont été organisées. Donc plusieurs détenus, moi, m'ont parlé personnellement d'une aide d'honneur avec des forces de l'ordre dans la cour le soir en haie, avec un téléphone avec les photos des détenus. Ils soulevaient les personnes qui étaient menottées avec des serflex, regardaient si c'était eux. Si c'était eux, ils les tabassaient, vraiment en règle, en les faisant tomber en sol, en les frappant au sol, etc. Donc plusieurs détenus sont en stress post-traumatique qui est renforcé par l'éloignement, la difficulté à se projeter ici, parce que certains sont en fin de peine, étaient déjà à l'époque, même si on est sur des longues peines, et qu'on n'est pas sur les reliquats très courts de 18-24 mois que je vous disais, mais des fins de peine à 3 ans environ, en Nouvelle-Calédonie sur des longues peines, et ils avaient déjà des permissions de sortir. J'ai un jeune en tête là, qui est vraiment, à mon avis, en gros stress post-traumatique, qui voyait sa famille tous les mois avec des permissions de sortir de 2 à 5 jours. Du jour au lendemain, il se retrouve ici et il n'y a plus rien. Donc le projet d'aménagement de peine, encore une fois dans cette visée de réinsertion sociale, est au point mort.
il se retrouve sur un territoire là, dans le sud-est de la France où il ne connaît personne. Si le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation qui vous suit ne fait pas le travail pour vous trouver un projet de sortie, les choses n'avancent pas. Dans ce cas-là, c'est le cas. Donc là, on doit nous-mêmes trouver un projet à l'extérieur et trouver un emploi, un hébergement. Sur la question du retour, donc cela concerne notamment les courtes peines, il y a quand même des dispositions du Code pénitentiaire, l'article R522-1, qui prévoit un bon de transport pour les gens qui n'ont pas les revenus suffisants pour se rendre à l'endroit dont ils déclarent l'adresse, là où ils veulent se rendre. Alors j'ai fait un petit questionnaire autour de moi et personne n'a jamais vu ces dispositions appliquées, sauf jusque dans les années 90 où on donnait un bon de transport qui vous permettait de prendre le bus et parfois le train. Il faudrait que ces dispositions soient appliquées par l'administration aujourd'hui. S'il y a bien des personnes qu'il faut aider à rentrer chez elles, ce sont bien les détenus Canaques qui sortent en sortie sèche sur des territoires inconnus pour eux et qui n'ont pas la possibilité de travailler pour, en quelques semaines ou quelques mois, payer un billet d'avion à 2 000, 2 500 euros. On va essayer de poser une question au gouvernement là-dessus avec un député de ma circonscription à Marseille. On verra ce que ça donne. Mais voilà. Mais ces dispositions existent, elles ne sont pas appliquées, et ça serait bien de les remettre au goût du jour. Je voudrais juste finir en vous donnant des petits exemples des tracasseries permanentes sur ce retour. On a quand même fait des demandes de transfert auprès de l'administration pénitentiaire. On en a une, là, moi, personnellement, qui a été acceptée, outre les deux que Julie avait mentionnées, dont on n'a pas les détails. Et aujourd'hui, le détenu, cette décision d'accord pour un transfert date de début mars 2025, le 3, a été notifiée au détenu le 13. Nous sommes le 13 mai et elle n'est toujours pas appliquée car le détenu qui est venu avec un passeport d'urgence, c'est un élément sur lequel on n'est pas revenu, c'est que sur cette magnifique coordination juridico-administrative l'an dernier en Calédonie, il y a eu des passeports faits en urgence. C'est-à-dire que les détenus, il y a on ne sait pas qui est venu les voir dans leur cellule, qui a pris leurs photos, et hop, comme par magie, ces gens qui n'avaient jamais eu l'intention de quitter leur territoire et n'avaient pas de passeport, se sont retrouvés avec un passeport d'urgence. Ce monsieur auquel je pense, qui a été transféré, qui lui ne correspond à aucun des profils un peu types qu'on a pu identifier et qui a demandé à rentrer, pour qui ça a été accepté, ne peut pas prendre l'avion jusqu'à présent parce que son passeport expire le 25 mai 2025 et qui, même s'il est encore valable, il n'est pas valable pendant 6 mois, donc l'administration pénitentiaire refuse de le transférer. Je ne vous raconte pas le labyrinthe administratif dans lequel je suis pour essayer de lui avoir un passeport de la préfecture des Bouches-du-Rhône. On m'a répondu que la préfecture ne pouvait pas faire des passeports aux détenus, seulement des CNI, et qu'il fallait que l'administration pénitentiaire octroie une permission de sortie, une sortie exceptionnelle pour que monsieur se déplace à la préfecture. Donc on a réussi à faire sortir des gens du territoire en un claquement de doigts, de manière relativement magique. Par contre, quand ils veulent rentrer, déjà, si on les autorise, quand on les autorise, on leur met des bâtons dans les roues qui sont... c'est kafkaïen, vraiment. Donc voilà la situation où on en est, avec des personnes qui trinquent et qui désespèrent. Et par ailleurs, juste une question pour laquelle tu peux compléter, il y a aussi, pour un détenu, tu as gagné la suspension d'un refus de transfert, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas de transfert. Oui, exactement. On avait eu un refus de transfert, donc c'est un prisonnier, un prisonnier qui était arrivé avant mai 2024. Et c'est là-dessus où je pense que voilà, ces prisonniers qui ont été transférés avant, comme ceux qui ont été transférés après, sont des prisonniers politiques dans le sens où ils subissent cette manière de voir, cette manière de gérer de l'administration française. On lui refuse pour un motif, c'est complètement non motivé. On a eu la suspension en urgence par le tribunal administratif de Marseille. Ça n'a pas été exécuté. Monsieur est toujours dans son centre de détention dans le sud de la France. On est passé sur le fond, parce qu'en droit administratif, vous pouvez avoir la suspension en urgence des décisions avant l'annulation des décisions au fond. Donc on a eu un audiencement rapide. Cette audience a eu lieu il y a 2 semaines. On attend la décision. Le rapporteur public, donc la personne qui donne son avis sur le dossier, a été dans notre sens et a demandé l'annulation. Voilà, on attend toujours le résultat de ça. Donc ça permet encore d'illustrer le fait qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas et qui empêche ces personnes détenues de rentrer. Le seul espoir que ça donne, le seul point positif, c'est qu'il n'y a pas un refus catégorique de l'administration pénitentiaire de récupérer des personnes. Donc, soit des personnes parties depuis longtemps, soit des personnes qui ont été envoyées l'année dernière. Bon, ils se contredisent un peu.
tant mieux, à quasiment 8 mois d'écart, parce que mars, oui, c'est à peu près ça. Donc ils reviennent sur leur décision de transfert vers l'Hexagone pour certaines personnes, tant mieux. Mais concrètement, dans les faits, on n'a toujours pas réussi à avoir des personnes rentrées. Je voulais aussi ajouter une précision par rapport aux prisonniers qui sont en libération sous contrainte là, en France. Quand pour un des détenus, on lui a demandé s'il voulait être libéré sous contrainte à Nouméa ou en France. Il a demandé à être libéré à Nouméa. On lui a dit mais tu as de quoi payer le billet. Il a dit non, du coup il est bloqué ici. Sauf qu'en fait il se retrouve ici sous contrainte de trouver un travail. Et trouver un travail sans numéro de sécurité sociale français, mais avec un numéro de sécurité sociale de la CAFAT en Nouvelle-Calédonie, il se retrouve dans des difficultés administratives que tous les détenus là, sont en train de rencontrer. C'est-à-dire qu'en plus, ils n'ont pas la possibilité de signer un contrat de travail sans avoir un numéro de sécurité sociale. Et pendant des mois, des semaines, ils n'arrivent pas à avoir ce numéro. Voilà. Et donc c'est aussi des choses sur lesquelles nous, au niveau du collectif, on aimerait que ça bouge et on aimerait que les élus aussi fassent quelque chose là-dessus pour débloquer en fait des situations administratives pour eux. Alors on va poursuivre et justement sur toutes ces difficultés à la fois pour les détenus mais aussi pour leurs proches, on va vous diffuser le témoignage de Dominique Daillé, qui est la maman de 2 prisonniers déportés en France, qui s'est déplacée et qui a du jour au lendemain tout quitté en Kanaki pour suivre ses enfants ici, et qui ne pouvait pas venir aujourd'hui ce matin, qui voulait vraiment être là, mais qui n'a pas pu venir parce qu'elle travaille et qu'elle essaye de gagner sa vie ici, et donc elle n'a pas pu venir, mais par contre elle nous a fait une vidéo, et qu'on va vous projeter tout de suite. Bonjour à vous tous, je me présente Dominique Daillé, maman de jeunes détenus transférés ici en France. Alors j'ai mon garçon qui a été transféré le 23 juin et je n'étais pas avertie. Dans la nuit du 23 juin, un coup de fil anonyme qui me dit que mon fils est dans une liste de 23 jeunes qui va être transféré en France et qui prendra l'avion à minuit. Ce jour-là, j'appelle le COES, le centre pénitentiaire de Nouméa, pour qu'il puisse me confirmer que mon fils va bien prendre l'avion à minuit. Il était 21h cette époque-là. Et le gardien, tout étonné, ne sait quoi me répondre. Du coup, je lui demande de me passer son chef de Parlois. Et ce chef ne vient jamais vers moi pour me répondre à la question que je veux savoir exactement. Le dimanche, c'est pareil. Et le dimanche, je demande de parler encore à ce chef. Et ce chef arrive et je lui dis de me rappeler parce que je n'ai plus d'unité pour le rappeler, pour qu'il me confirme et qu'il me parle du transfert de mon fils, le pourquoi. Et du coup, monsieur ne me rappelle pas. Le dimanche passe, le lundi, je décide de partir au centre pénitentiaire de Nouméa pour avoir confirmation et le pourquoi. Et malheureusement, je n'ai pas pu passer parce qu'il y avait des barrages sur la RT1 et j'étais obligée de retourner chez moi. Je rentre chez moi, j'appelle la conseillère et la conseillère, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'elle est la dernière à savoir que mon fils il a été transféré en France. Je lui demande de me donner l'adresse exacte où que mon fils il est en France et elle me dit qu'elle me donnera la réponse dans les heures qui suivent. Dans les heures qui suivent, elles arrivent, elle me donne l'adresse où mon fils il est. Et là, je contacte la France pour qu'ils me confirme que mon fils est bien à cet endroit-là. Et de là, pendant 2 mois, je n'ai pas eu de numéro d'écrou de mon fils. Quand je leur demande le pourquoi, je me relie à le centre pénitentiaire de Nouméa qui se relie à la France et la France qui leur donne encore leur réponse. Et ils me disent que mon fils ne veut pas avoir d'entretien avec la direction du SPIP. Donc, on ne lui donne pas de numéro d'écrou et on ne me donne pas de numéro d'écrou. À savoir que dans toute cette liste, j'étais la seule qui n'avait pas de numéro d'écrou pendant 2 mois. Du coup, quelques temps après, il me donne le numéro d'écrou. Je crois que c'était au bout d'1 mois et demi.
Et moi, pendant ce temps-là, je me prépare pour partir en France. Du coup, je vends ma voiture, je vends mes affaires personnelles pour avoir de l'argent pour pouvoir arriver ici en France, dans la ville où mon fils il est. À savoir qu'au début, j'ai vraiment galéré parce que 3 personnes devaient m'héberger, un premier couple, une personne qui devait m'héberger aussi et une autre. Et finalement, les derniers moments, les personnes me donnent plus signe de vie, ne veut pas m'héberger parce que c'est trop petit chez eux et tout. Du coup, c'est pas grave, je dis j'arrive en France et faut que j'arrive dans la ville où mon fils allait. Et là, heureusement, j'ai toujours contact avec un jeune qui est à Orléans, un jeune du pays, et qui vient me chercher à l'aéroport. Et ce soir-là, j'avais pas de logement parce que pendant 2 semaines, il n'avait pas cherché de logement parce que sûr et certain que je devais rester chez une amie à Montauban, qui est très loin de Orléans. Et de là, il me demande à son beau-frère et sa petite sœur de m'héberger. Ils m'ont hébergé 2 semaines, qui ont été vraiment une famille formidable. Et pendant ces 2 semaines, nous avons cherché des logements et du travail pour moi. Et ces 2 semaines-là, j'ai pu trouver un logement chez une dame âgée. Elle m'a loué une chambre pendant 2 semaines qui a été quand même 375 €. Et il fallait que je cherche un studio pour moi être tranquille, intimité et tout. J'ai pu trouver un studio et un travail et là, ce studio-là, il fallait donner la première caution plus 375 € aussi de loyer. Le jour même que je suis rentrée dans le studio, j'ai trouvé du travail. Et pendant ce temps-là, toutes les semaines, j'allais voir mon fils qui n'était vraiment pas bien, de la maladie, des dépressifs, déraciné et tout. J'ai couru partout dans toute Orléans, tribunal, le droit de l'homme, juridique et tout, pour essayer de faire des papiers pour aider mon fils et tout. Et une juriste m'a aidé à avoir un juge de tutelle pour qu'il puisse contacter le centre pénitentiaire pour voir la santé de mon fils qui se dégradait énormément. Et quelques heures après, mon fils, il a pu rentrer à l'hôpital pendant 2 mois et demi. Mon fils est allé à l'hôpital, au centre psychiatrique de Orléans. Et du coup, moi, je continue à travailler, à aller le visiter. Au bout de 1 mois et demi, j'ai pu le visiter par rapport à sa maladie, ses soins et tout. Et du coup, on continue à faire les démarches avec l'assistance sociale, avec la SPIP, qui est très très dure aussi en échange parce qu'elle dit que mon fils il n'aura aucun billet de retour. Il n'y a pas de prise en charge. La prise en charge, elle me dit et elle me répète depuis le départ, je suis arrivée là, qu'il n'y a pas de prise en charge pour le billet de retour de mon fils. Du coup, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait nous là? Les jeunes n'ont pas demandé de venir ici en France. Il faut que c'est nous qui se débrouillons pour qu'ils retournent au pays. Et tout ça, c'est octobre, novembre et tout. En novembre, mes enfants ont perdu leur père le 16 novembre. Et du coup, ce jour-là, quand j'apprends la mort, je dis qu'il faut que j'appelle le camp S pour leur dire qu'il faut qu'ils avertissent mon fils aîné et voir les démarches à faire pour qu'il puisse aller à l'enterrement de son père. Et quand on échange tout ça en mail, la SPIP, toujours la même SPIP, elle dit je suis désolée, mais votre fils a été transféré en France le 12 novembre et le père est mort le 16 novembre. Du coup, je lui dis, mais encore la deuxième fois que vous nous transférez nos enfants et vous ne nous avertissez pas. Alors, je lui demande où est l'adresse de mon deuxième garçon pour que je puisse l'appeler pour lui dire que son papa est décédé. Et du coup, j'appelle le centre pénitentiaire en France
Et là, la SPIP, elle est là à m'aider pour prendre un entretien avec mon garçon pour qu'il puisse venir au téléphone pour que je puisse lui parler. Mais en fait, lui, il pensait être au téléphone pour que je puisse échanger avec lui à l'adresse où je suis en France. Mais il ne savait pas du tout que j'allais lui annoncer la mort de son père. Et du coup, il me dit qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va être transféré dans une autre prison, parce que là, il est sur Paris où il y a la prison des transferts. Et après, il est transféré sur Bourg-en-Bresse, alors qu'il avait demandé sa demande à Orléans, où son petit frère est. Et là, du coup, heureusement que il est tenace, quoi, parce que c'est très très dur d'apprendre la mort de papa. Et lui, pareil, la conseillère, elle dit que il n'y aura pas de billet de retour pris en charge par la justice, en fait. Et vous savez, je vais vous dire une chose, ça me fout par terre cette histoire parce que si je ne serais pas venue en France, je me demanderais tous les jours à quel moment un des garçons va sortir de prison et il va sortir où? Parce qu'en fait, le centre pénitentiaire, ils s'en fichent complètement qu'ils finissent leur peine aujourd'hui et puis on ouvre le portail et puis allez, débrouillez-vous, c'est plus notre problème, vous avez fini votre peine. C'est un gros souci qui est sur la tête parce que ben, je pense aux autres garçons aussi, les autres détenus qui vont pas retourner au pays par rapport à le billet des centres pénitentiaires, alors que c'est un accord qu'il y a eu avec le centre pénitentiaire de Nouméa et les centres pénitentiaires de France. Euh, Moi ici, je galère énormément, j'en peux plus, je suis fatiguée. J'ai envie de rentrer chez moi. Mes enfants, ils demandent de faire leur transfert pour retour au pays. Heureusement que la collective Kanaki Paris est là depuis le départ à nous aider financièrement pour les garçons, vêtements aussi. Et moi aussi, parce que c'est vraiment un bon soutien, parce que sans eux, je pense que j'aurais déprimé. J'ai trouvé un petit travail, mais ce travail-là me coûte 820 € tous les mois, avec un loyer de 375 €, l'eau 40 €, le courant pareil, 60 € avec les charges de poubelle et tout. Le manger, je survis en fait ici en France, j'en ai marre. Le travail, je fais du ménage, je fais 15 chambres à faire tous les jours. C'est vraiment du travail très très dur dans une EHPAD. Et tous les jours, notre souci, c'est on veut rentrer chez nous. On veut rentrer chez nous et c'est vraiment dur parce que les conseillères nous font que de dire non, il a un des garçons qui est ici à Orléans, la conseillère dit non, il ne pourra pas rentrer au pays parce qu'il n'a pas de projet. Non, il ne peut pas rentrer au pays parce qu'il n'a pas de maison ou ton passeport finit au mois de mai. Mais c'est épuisant en fait parce qu'ils sont en train de nous faire tourner en rond. Là, mon fils, il a fait des démarches d'emménagement de peine au pays. Le grand aussi, il a fait des demandes d'emménagement de peine au pays, demande leur transfert au pays. Et on attend là parce qu'on doit avoir une réponse aujourd'hui même le 12 pour savoir où s'en est ces demandes auprès des juges ici. Mais voilà, mon fils, il a deux bébés de 6 ans et 4 ans. Ça fait depuis septembre que je l'ai vu. Il fait que de réclamer ses enfants. Ses enfants lui manquent. C'est pas possible de rester ici en France. Même moi, je supporte même plus là. Tous les jours, je déprime. Je suis obligée de m'accrocher à une vie. Je suis en train de survivre ici en France. Vous savez, la paye, elle tombe aujourd'hui. Dans 2 jours, il n'y a plus rien. J'ai tout payé. J'ai tout payé, les factures. Tellement peur
d'être à la rue, de dormir sur un trottoir et quoi. Je préfère me priver de manger et avoir un toit. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Euh, le billet, j'ai pris le billet d'avion aller-retour qui m'a coûté 2400 €. Le retour était le 17 juin. Ben, j'ai annulé ce billet. Pourquoi? Parce que je ne peux pas rentrer au pays et laisser mon fils, mes enfants ici en France et savoir que demain, on ouvre les portes du centre pénitentiaire pour dire, monsieur, vous avez fini votre peine, et ben, ciao. Non, moi, je fais appel à nos politiciens parce que depuis le temps que je suis arrivée en France ici pour visiter mon fils, pour voir la santé de mon fils, et après de savoir que mon deuxième garçon était là et que d'autres garçons sont ici en France, transférés, on n'en entend pas parler hein, sur les réseaux, on n'entend pas parler de ces jeunes détenus transférés. Et moi, je dis, je suis en colère. Je suis en colère parce que on dit qu'on est un peuple, on est unis, mais qu'est-ce que nos jeunes, ils ont à faire ici en France? Je suis en colère parce qu'en fait, moi, j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide à des politiciens. J'ai demandé de l'aide à des organismes pour mon pied. Et du coup, il y a aucune réponse. On n'entend pas parler et je suis très en colère parce que je voudrais qu'ils sachent que nos enfants, quand ils auront fini leur peine, parce que là, ça y est, ils commencent à sortir un par un de ces centres pénitentiaires, et que quand ils vont finir leur peine, ils seront ici en France, sans rien, sans passeport, sans carte d'identité, sans argent, sans toit, sans famille, alors que chez eux, c'est en Calédonie. Je vous demande, s'il vous plaît, les politiciens, de bouger pour que nos enfants rentrent au pays, que tout le monde soit transféré. Moi, je suis ici pour soutenir mes enfants, mais je demande à nos grands là, élus là, qui puissent bouger aussi pour nos jeunes, parce que nos jeunes, ils n'ont rien à faire ici en France, et c'est des jeunes Kanaks du pays qui doivent rentrer chez eux. Et vous savez, ici, moi, je suis en pleine galère. Peut-être que vous allez dire, on vous a pas dit de venir en France, mais moi, on m'a interdit de visite de mon fils en transférant en France. Et je préférais venir de moi-même ici en France pour soutenir mes enfants, parce que je n'ai pas envie que je suis au pays et que mon fils ici, il est en France en train de devenir clochard. Je suis désolée. Moi, je demande à tout le monde qui puisse nous aider, les politiciens surtout, de voir le problème de ce transfert et que les enfants doivent retourner au pays. Et j'aimerais aussi parler aux papas et aux mamans au pays, s'ils ont des contacts de leurs enfants ici, que il faut que vous dites à vos enfants de faire leur carte d'identité, même qu'ils sont au centre pénitentiaire, qu'ils fassent leur passeport, c'est important, qu'ils fassent leur transfert, qu'ils redemandent leur transfert en Calédonie. Et comment déjà, je demande aussi si il y a des personnes qui peuvent faire des dons financièrement au collectif Kanaki Paris. Et je m'adresse aussi aux jeunes qui font de la musique, qui sont DJ, quand ils viennent en France. Eh bien, j'aimerais que vous fassiez un don d'une soirée, s'il vous plaît, pour nos jeunes, parce que il y a des jeunes qui doivent rentrer à la maison. Ils n'ont pas d'argent sur eux pour payer leur billet. Et puis, voilà, on vous demande un coup d'aide et puis faut qu'on rentre chez nous parce que on n'en peut plus de rester ici. Même moi, je supporte plus et faut que nos enfants ils rentrent chez eux.
Donc eux, ils sont, deux dont elle parle, ces deux fils, c'est des mai 2024, c'est des événements. Oui. Et donc ils ont eu quoi Mai, novembre 2024. Ils ont eu quoi comme peine Je peux pas vous dire. Je sais pas. pour des faits de participation aux violences Il n'y a, aucun détenu, comme on a dit tout à l'heure, qui a participé aux émeutes. Ils étaient déjà détenus. La peine, elle a été prononcée pourquoi? Je sais pas. Des faits antérieurs. Des faits antérieurs oui, à mai 2024. C'est tous des personnes qui avaient déjà été condamnées donc avant mai 2024. C'est pas lié aux événements. Non. D'accord. Et vous, maître, votre client là qui demande, qui a eu son transfert accepté, Ouais. vous parliez tout à l'heure, c'est pareil? Oui. C'est des faits antérieurs? C'est des faits antérieurs. C'est pour ça que vraiment ça pose question en fait. C'est qu'il y a à la fois des mesures de représailles, j'ai oublié de préciser, il y a à la fois des mesures de représailles pour ceux qui ont pas. Donc tous ceux qui étaient déjà condamnés avant. Le transfert semble être une mesure de représailles pour avoir participé aux révoltes à l'intérieur de la prison. Et certains sont poursuivis pour ça. Il y a une instruction judiciaire qui est ouverte avec des juges d'instruction qui enquêtent sur les violences qui auraient été commises par les détenus en prison. Et certains, et sauf que ça concerne moins d'une dizaine de personnes par rapport aux 69 qui ont été transférés. Donc, vraiment, ça pose question. Et alors, dans ceux qui, combien il y en a qui ont été condamnés en mai, enfin mai et suivant là, et qui, parce qu'ils ont été condamnés tout de suite à des courtes peines du coup, sont en passe de sortir? Ça que j'arrive pas à mesurer. Il y a une confusion là. Non, en fait, il y a sur ceux qui ont été transférés, c'est que des gens condamnés avant mai 2024. Okay. Aucun pour ce qui s'est passé en Calédonie à partir de mai 2024. Et dans ceux transférés, il y a encore des gens qui ont des longues peines à effectuer plusieurs années. Et d'autres, soit qui avaient des longues peines qui se terminaient, mais soit qui avaient été condamnés en novembre 2023 et pour qui la sortie était prévue en juillet 2025. Okay. Donc, en fait, dans ceux qui ont été transférés, qui par raison des événements de mai, à part les 7 chefs qui sont en détention de la provisoire, CCAT, il n'y en a pas d'autres? Non. D'accord. Okay. Il y en a qui sont à la fois condamnés et prévenus pour ce qui s'est passé dans la prison. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais sinon, il n'y a que des condamnés avant et les leaders de la CCAT en détention provisoire. C'est ça, okay. Donc, c'est les Et événements donc, et sur les événements qui se sont passés, le CSPPK, comme je disais tout à l'heure, dénombre 62 prisonniers politiques qui sont au camp Est. Voilà. Oui, c'est ça. Là-bas. Rester là-bas. Du coup, nous, au niveau du collectif Solidarité Kanaki, l'objet aussi de cette conférence de presse, c'est d'interpeller à la fois l'État, faire de l'information sur ce qui se passe, et le ministère de la Justice et les élus, sur cette situation d'un traitement colonial, et que l'État français doivent rapatrier immédiatement tous les détenus qui le souhaitent, pendant ou à la fin de leur peine, dans le respect du droit international et de la vie privée et familiale des détenus. On rappelle aussi, parce que le collectif Solidarité Kanaki, il a lancé une campagne à partir d'avril dernier pour la libération des prisonniers politiques kanak. Et donc, en parallèle de ce travail-là sur les prisonniers déportés là, du camp Est, pour qui on apporte du soutien, je tiens aussi à dire que dans des établissements pénitentiaires où on a des difficultés à déposer des sacs ou envoyer de l'argent parce qu'il y a difficulté d'avoir un permis de visite. Donc dans des établissements, on peut le faire sans permis de visite, et dans d'autres, ils donnent l'obligation d'avoir un permis de visite, et ils ne délivrent pas forcément si on n'est pas de la famille. Donc c'est aussi toutes ces difficultés-là. Donc le collectif Solidarité Kanaki a lancé la campagne pour la libération des prisonniers politiques. On voulait rappeler, comme nous disait Christian, qu'il y a 8 chefs d'accusation de l'ordre de la criminalité qui n'ont rien à voir avec leurs activités politiques, pour les personnes de la CCAT. Et les auditions, les interrogatoires reprennent aujourd'hui, jour du 13 mai. Et en ce moment, Frédéric Mouliava est au tribunal de Paris en cours d'interrogatoire. On vous informe aussi que ces interrogatoires ils se poursuivront pour les 7 personnes déportées de la CCAT. Donc le 19 mai, ce sera l'interrogatoire pour Yewa Weateane. Le 20 mai pour Guillaume Vama. Le 22 mai pour Brenda Wanabo IPZ. Le 27 mai pour Christian Théin.
Le 28 mai pour Dimitri Kenegay. Et le 3 juin, Pardon, le 28 le 28 mai pour Dimitri Kenegay. Et le 3 juin pour Steve Ounin. Et par ailleurs, on n'oublie pas les autres personnes, les autres militants de la CCAT qui sont dans la même affaire et qui sont aussi mis en examen. Donc on n'oublie pas Gilles Jorédier, qui n'a pas été déporté, mais qui est toujours au camp Est et qui est toujours en isolement. Pareil, hein, pour les mêmes chefs d'accusation et tout, sur la même affaire. On n'oublie pas aussi les personnes qui ont été assignées à résidence, Darewa Dianou et Casimir Bolo, ainsi que Joël Chibaou, qui est sorti du camp Est, mais qui reste dans partie des personnes sur la même affaire. On rappelle aussi que le 5 mai dernier, les observations finales concernant le 8e rapport périodique de la France du Comité de la torture des Nations Unies a demandé la sortie immédiate et sans délai de l'isolement de Christian Théin. On rappelle qu'il est en isolement depuis 1 an. Pardon, mais là, on ne peut pas dire ça, parce qu'il le souhaite aussi pour être tranquille et vivre dans des conditions... En tout cas, j'informe que voilà, qu'il y a eu une demande de remise en sortie d'isolement. Pardon. Et on voulait quand même... Vous avez pas mis Mulhouse, là, c'est un oubli ou parce qu'il... Non, c'est juste sur les déportés camp Est hors prisonniers politiques. D'accord, ok. Le rapport. Ouais. D'accord. On voulait quand même conclure cette... Excusez-moi, je vais juste finir. Merci. On voulait quand même conclure en fait cette discussion, enfin cette conférence de presse pour dire que les discussions actuellement en Nouvelle-Calédonie, qui se sont poursuivies depuis plusieurs mois, sont totalement déséquilibrées. Les discussions entre l'État et le FLNKS et les loyalistes de l'autre côté, ces discussions sont totalement déséquilibrées vu que sur les 3 parties, le FLNKS a son président qui est actuellement derrière les barreaux. Donc ce sont des discussions qui sont inégales et c'est l'équivalent d'une prise d'otage où le président d'une des parties est incarcéré. Et donc voilà, on voulait quand même le souligner. Et c'est une pression à la fois pour le FLN, mais aussi pour l'ensemble du peuple kanak. On vous remercie d'être venus. Et par contre, il y aura bien sûr le collectif Solidarité Kanaki qui continuera ses actions pour la libération des prisonniers et puis bien sûr pour l'ensemble des déportés kanak. Et au niveau de la retransmission en ligne, on dit aussi à toutes les familles qui peuvent nous voir là, ne pas hésiter à nous contacter sur le site internet du collectif Solidarité Kanaki. On est joignable. Et voilà. Je ne sais pas si du coup il y a des questions parmi les supplémentaires. Donc le détenu hospitalisé en psychiatrie dont vous parlez page 7, c'est bien le fils de Madame. Oui. Oui, on est d'accord. Hein. Donc c'est elle qui est venue. Et il y a plusieurs familles comme ça. Moi, je suis un détenu où sa compagne s'est vie à Roanne maintenant pour être à ses côtés. Donc, il n'y a pas que Madame. Non, j'imagine. Ouais. C'est des changements de vie radicaux du jour au lendemain. Enfin, moi, celle dont je vous parle, elle a mis du temps à venir parce qu'elle a fallu qu'elle trouve de l'argent pour payer un billet avec les mêmes difficultés pour trouver un logement, etc. Mais donc, c'est bien ce que vous dites, c'est-à-dire que les 62 là, interpellés et incarcérés après les événements, qui sont au camp Est, cette action-là de justice a conduit à faire la place et à sortir. Les chiffres s'équivalent. Donc ils ont fait de la place pour oui, je pense que c'est. Et donc avec au départ des critères relativement objectifs, on vous sanctionne parce que vous avez participé à ce qu'on appelle des mutineries, vous avez osé faire des recours contre vos conditions de détention indignes, mais après, il y a des gens, ils n'ont jamais fait aucune procédure, ils n'ont jamais fait parler d'eux au camp Est, ils sont là. Et encore une fois, ces sanctions, c'est des sanctions qui en fait sont objectivées pour certains par une procédure judiciaire, mais pour d'autres non. Donc bon, tout ça est très opaque. Et il n'y avait pas d'argument pour plutôt aller à Koné qu'est-ce qu'ils ont justifié l'administration? Parce que j'imagine que les avocats ont demandé plutôt qu'ils aillent à Koné. Oui, c'est ce qui était dans les recours contre les conditions de détention indignes, les personnes demandent d'aller à Koné, donc qui est en fait un centre pénitentiaire déjà rempli aussi, hein, mais qui est quand même plus agréable que celui du camp Est, qui n'est pas un bail du 19e siècle.
Et en fait, et parfois, quand ils ont été convoqués dans les bureaux, on leur redisait encore, c'est pour votre transfert à Coné. Et c'est dans le bureau qu'on leur dit non, vous partez en France. Mais quel est l'argument de l'administration pour refuser qu'ils aillent à Coné? Pas d'argument. Il donne Pas d'argument. Pas de réponse sur ce point. Ouais. Pas de réponse. J'ai oublié un autre élément que je voulais dire. Voilà. Donc, Et non, même pour certains, c'était- notamment un détenu qui avait demandé à la fois par rapport aux conditions indignes d'être transféré sur Coné, mais aussi pour un rapprochement familial proche de Coné. Donc il y a eu un refus. Là, l'étape suivante d'un point de vue vraiment purement juridique pour nous, notre petite équipe, hein, on est 6-7, c'est de contester les décisions de transfert initiales. Donc il faut qu'on se débrouille pour les récupérer, parce que comme je vous expliquais, il y a différents types de décisions initiales de transfert. On ne va pas avoir de difficulté sur les délais, parce que c'est quand même encadré par des délais, parce que ça a été notifié de manière tellement abracadabrante aux détenus qu'on n'aura pas de difficulté à prouver qu'ils ont été mal notifiés. Et donc voilà, ça va être l'étape suivante. Et la deuxième étape, et là aussi c'est une difficulté juridique que je pense qu'il faut souligner en fait, c'est que c'est la position de nos confrères du barreau de Nouméa qui suivaient ces personnes, qui, comme l'a rappelé Julie, n'étaient pas prévenus quand ils ont été transférés et qui eux en fait étaient là aux premières loges au départ. Et donc nous on veut la partie pénale aussi, on veut faire des plaintes. Et ça y est, les détenus au début étaient très suspicieux parce qu'en fait ils étaient déjà en train de subir des représailles très fortes et donc ils ne voulaient pas forcément porter plainte. 8 mois après, maintenant qu'ils ont un peu atterri, ils se sont un peu adaptés, ils disent si on veut porter plainte pour tous ces coups organisés qu'on a pris de la part à la fois des services du RAID et du GIGN qui a débarqué, mais aussi des surveillants pénitentiaires avec qui en fait on coexistait depuis plusieurs années pour certains et avec qui il n'y avait pas particulièrement de problème, à part que les uns étaient usagers d'un service public particulièrement dégradé, les autres étaient des agents de ce service public particulièrement dégradé, donc c'est des conditions de travail, des conditions de détention très difficiles, mais ça se passait relativement bien en tout cas. Et tout ça a explosé avec des violences très graves et donc voilà, donc une action sur contester les transferts initiaux, une action par rapport aux violences subies. Je vous parlais des confrères parce qu'en fait eux ils sont dans une position très délicate là-dessus où en fait ils seront un peu muselés au barreau de Nouméa. Donc voilà, je pense que c'est bien que des avocats externes, on va essayer de se pencher là-dessus. Tout à l'heure vous disiez c'est difficile d'enquêter sur certains points, notamment la mort. Nous c'est un peu aussi notre problème. C'est comment on va faire, mais on est dessus. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes Faut qui voulaient faire réagir passer les choses bien, à une question. Après, je suis en radio. D'accord. Donc, juste pour rappeler, par rapport à la situation actuelle, donc nous sommes à l'anniversaire de ce 13 mai. Juste souligner que par rapport au retour qu'on a eu là, parce qu'il y a l'heure de décalage avec la Nouvelle-Calédonie, donc on a eu des retours par rapport aux commémorations. Il n'y a aucune commémoration qui a pu se tenir. Il n'y a aucune commémoration qui a pu se tenir dans la capitale. Les commémorations, elles n'ont pu que se tenir à Ponériouin, où il y a eu une grande commémoration là-bas, plus à Yaté, également dans d'autres lieux, notamment à l'île des Pins. Je fais le focus là-dessus parce qu'il y a eu un référé suspension qui avait été fait le mois dernier par la LDH de Nouvelle-Calédonie, donc la Ligue des droits de l'homme, dans lequel elle a contesté un arrêté du haut-commissaire sur l'interdiction des rassemblements et des manifestations. Donc le juge administratif a répondu que cette disposition n'était ni justifiée, ni adaptée, ni proportionnée, du fait même que nous sommes à plus de 11 mois des événements de mai, de ce soulèvement de mai, et que s'il y avait lieu, il aurait fallu reprendre un arrêté s'il y avait des risques qui se représentaient là. Donc on a cette décision-là qu'aujourd'hui le haut-commissaire ne l'applique pas concrètement sur le terrain. Je prends pour exemple qu'il n'y a aucune mobilisation qui est permise dans les quartiers populaires de la capitale. Les manifestations sont muselées, les paroles sont éteintes parce que pourquoi ? On a le mois dernier plus d'un contingent de 2600 gendarmes qui sont descendus. Donc aujourd'hui, concrètement, la situation sur le terrain, on a des quartiers dans lesquels circulent des blindés de la gendarmerie pour empêcher toute mobilisation, toute manifestation.
Les drapeaux Kanak sont tout simplement interdits, on n'a pas le droit de les arborer. Donc on est sur de la répression pure et dure. Dans l'espace public, on n'a pas la possibilité, bien qu'il y a cette décision de ce référé suspension qui est passée devant le Conseil d'État. Donc aujourd'hui, on a la société civile qui est vraiment muselée et que c'est le reflet quelque part d'une société, d'une justice à double vitesse. Parce qu'il y a quelques mois, on a pu voir des manifestations de loyalistes, de pro-maintien dans la France, qui se sont tenues au moment de la venue du secrétaire d'État, M. Manuel Valls. D'ailleurs, même le 1er mai, le STKE n'a pas pu marcher, il n'y a pas pu avoir de marche du 1er mai des travailleurs à Nouméa, quoi. Donc l'état de droit, oui, mais quand ça nous arrange. Voilà.